Bonjour, vidéo T003C, toujours sur le système Hasselblad. Aujourd'hui, nous allons parler des dos. Donc, le gros avantage du système modulaire et ça a été, notamment chez Hasselblad, mais Hasselblad n'a pas été le seul à faire ça, c'était d'utiliser des dos interchangeables. Voilà. Ce qui offre beaucoup d'intérêt en photographie argentique professionnelle, parce que ça permettait ou de changer de pellicule très rapidement. Donc quand vous faites une séance de prise de vue avec modèle, eh bien, s'arrêter toutes les 12 vues pour dire « Attends Coco, on fait une pause, il faut que je change mon film », ça casse un peu l'ambiance et c'est pas forcément très agréable, ni pour le modèle, ni pour le photographe, et ainsi de suite. Et donc, dans les... Moi, je l'ai vu, je l'ai fait, bon, ben voilà, le mec, il a deux dos, il y a l'assistant qui recharge le dos pendant qu'il est en train de... pendant que l'autre est en train de bobiner, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Ou quand on fait des mariages, ou des choses comme ça, bon, ben voilà, tu as un dos, deux dos d'avance, et puis les moments forts, ou des choses comme ça. Alors d'abord, on ne mitraillait pas forcément en 6.6 ni en photo professionnelle argentique parce que ça avait un coût. Hein. Le prix de la pellicule était cher, le prix du développement était cher, le prix du tirage était cher. Mais bon, voilà, quoi, c'était régulier qu'un photographe professionnel avait au moins deux dos. Et moi, celui pour qui je portais les valises en avait trois et tournait avec trois dos en permanence, quoi. Voilà, parce que quand il faisait un mariage, ben, il faisait un rouleau à l'église, un rouleau à la mairie, et puis un rouleau dans les jardins, et voilà, et il proposait... enfin voilà, quoi, il y avait son business plan qui était comme ça. Donc, les dos Hasselblad. La première version du dos Hasselblad, c'est celle-ci, c'est ce qu'on appelle le dos C. Voilà, le dos C. Reconnaissable à sa petite trappe qui s'ouvre derrière. Voilà, tac, tac, voilà, clac, donc une petite trappe comme ça, hop, voilà, clac, clac, sur lequel est indiqué, il y a un petit disque calculateur qui se tourne pour indiquer les ISO, les choses comme ça, hein, d'accord. Je vous rappelle, hein, vous pouvez faire pause hein, pour voir si je ne monte pas assez longtemps, et qui est reconnaissable par ce bouton rond chromé qui en fait est une manivelle qui se plie. Ouais, ça se plie comme ça, tac tac, hop, hop, hop. Voilà. Et donc c'est marqué ici, il y a un numéro. Voilà, fais la mise au point Coco, voilà, tac, 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 voilà. C'est là que ça bouge, allez, allez. Voilà, 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 tac. Et donc là, alors c'est net ou c'est pas net? Bon. Et donc du coup, là il y a marqué 12, parce que c'est un 12 vues. Les dos Hasselblad sont 120 ou 220. J'allais dire exclusif. Selon M. Hasselblad, oui, c'est exclusif, mais on peut mettre un film 120 dans un dos 220. Donc ce sont des films 120 ou 220 que l'on utilise, et donc quand on enlève le volet, alors d'abord on peut enlever le volet, il n'y a aucune sécurité, donc le volet s'enlève quand le dos, même si le dos n'est pas attaché. Et donc là on a la cassette, et donc là on a la fenêtre d'exposition dans laquelle défile le film.
Voilà. Il y a une cassette avec un trou au milieu, voilà. Et le petit clapet que l'on a vu tout à l'heure va nous permettre de voir la dorsale du papier du film 120. Donc, je vais faire un petit aparté pour vous parler du film 120. Donc, le film 120 se présente dans un emballage. Et donc, le film 120, c'est ce qu'on appelait dans les années 50 le 6-6 gros trou. Voilà. Donc ça, parce que c'est une bobine, alors maintenant la bobine est en plastique, c'est un format qui existe depuis 1900 environ, hein, quelque chose comme ça, 1900. Hein. Donc c'est un format qui est très très vieux. On va trouver des bobines anciennes avec l'axe en bois, par exemple, et des flasques métalliques, d'accord, avec voilà. Et puis, donc ça, c'est un film moderne que j'ai fait il n'y a pas 3 mois ou un truc comme ça. Et ça, c'est la bobine plastique qui change. Voilà. Donc la bobine, elle a une fente au milieu, d'accord, voilà. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'elle a des gros trous. Voilà. À ne pas confondre avec le 620, qui est une bobine, elle, qui a toujours été métallique, d'accord, avec toujours la fente au milieu, voilà, qui a des flasques métalliques et qui a un petit trou. Voilà. Donc, autrefois, quand on allait chez le photographe et qu'on demandait du 6-6, il disait gros trou ou petit trou. Voilà. Si c'est du 6-6 gros trou, c'est du film 120. Si c'est du 6-6 petit trou, c'est du film 620. C'est un argument marketing de Kodak. Voilà. C'est Kodak qui a inventé ça. Parce que, à l'intérieur, ce que l'on va mettre à l'intérieur, que je vais vous présenter maintenant, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes cotes, c'est les mêmes longueurs de papier, tout est pareil. À tel point, c'est que si vous avez de la chance, et que par hasard l'appareil photo du grand-père utilise du 6-6 petit trou, vous allez pouvoir mettre un film 6-6 gros trou et le bobiner sur une bobine 6-6 petit trou. Voilà. Donc, en forçant un peu, si vous avez de la chance, la bobine gros trou va rentrer à l'endroit où on met la bobine pleine. Il n'y a quasiment aucune chance que la bobine gros trou actuelle se monte en lieu et place de la bobine petit trou du côté où ça se bobine, ou du côté où on embobine le film exposé. Voilà. Parce que le principe du film 120, c'est on a une bobine pleine qui va se décharger sur une bobine vide qui va tenir le film exposé. On ne rembobine pas le film 120. Voilà, on ne rembobine pas le film 120. Alors je dis ça parce que j'espère que j'ai des spectateurs et qui viennent du numérique et ils ne savent même pas qu'on devait rembobiner le film. Ça, on verra ça dans les vidéos ultérieures quand je vous parlerai de système 24-36. Voilà. Comme la dimension intérieure est la même, mais que la dimension extérieure n'est pas la même, la hauteur externe des bobines n'est pas la même, et donc, en plus du problème de la taille du trou, du côté embobinage, là, en général, les cotes sont plus serrées que du côté des bobinages. Et en général, la bobine gros trou ne rentre pas. Parce que bon, maintenant, on est à l'ère de l'imprimante 3D, des choses comme ça, et donc il serait facile de faire avec une imprimante 3D un petit insert qu'on mettrait là pour passer d'un gros trou en petit trou. Voilà. Et rembobiner un film 120 sur une bobine métallique, c'est pas un sport de masse. Faut faire ça dans le noir, bien sûr. Et c'est pas facile à faire parce que donc je vais vous présenter le film. Donc le film, parce que il se trouve que c'est un film 620 que j'ai récupéré de cette bobine là justement pour le mettre pour faire la démonstration. Voilà. Donc c'est pour ça, vous voyez, film 620, voilà. Alors 620, c'est le code de la bobine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le nom du format, c'est le code de la bobine. Dans le 24-36, on utilise du film
135. 135, c'est le code de je sais pas quoi. Est-ce que c'est un code DIN? Est-ce que c'est un code ISO? Est-ce que c'est un code ASA? Est-ce que c'est juste un code Kodak qui s'est répandu? Enfin bon, toujours dit que c'est le format du film. Et donc, on a un papier imprimé d'un côté, noir de l'autre, et donc là, il est du côté, comment ça s'appelle, film non exposé, et on va trouver une flèche. On va trouver une flèche, là, qu'on voit au bout du doigt, voilà, qui est très importante. Et puis après, le film va être scotché sur le dos du papier, voilà. Et au dos du papier, on a des numéros qui sont imprimés et qui nous indiquent de combien avancer le film pour aller à la vue suivante. Parce que je vous présenterai des appareils très simples d'amateurs. Le principe, il n'y a pas de compteur de vue et choses comme ça. Il y a une petite fenêtre rouge au dos de l'appareil et on regarde le papier et on avance. Donc le papier est opaque à la lumière et on avance jusqu'au numéro suivant, sa vue. Voilà. Et le principe du dos de ce premier dos Hasselblad que je vous présente, donc qui est le dos C. Alors sur eBay, vous allez chercher dos C12. C, c'est le standard. 12, c'est parce que c'est un 12 vues 6.6. Alors il y a eu C12, il y a eu C24 qui utilise le film 220, et il y a eu C16 et C16S, je crois, qui utilisent le film 120 toujours, mais qui font des formats 4,5-6, et donc ils font 16 vues en 4,5-6, ou ils font 16 vues en format super slide, c'est-à-dire 4 cm par 4 cm. Donc pour recharger le dos, alors le volet se range toujours avec l'arrondi. La plaque de métal a été roulée pour tenir la poignée et on met toujours l'arrondi vers l'avant. Parce qu'en mettant l'arrondi vers l'avant, ça ne pose aucun problème quand on va ouvrir la cassette. Donc on tourne le bouton, donc ça c'est valable pour tous les modèles, on tire la cassette. Donc normalement, votre dos est dans cette position-là, c'est-à-dire que là, on a un petit pignon chromé, ça c'est valable pour tous les dos, et puis on a la bobine vide du film précédent. Donc la première chose à faire, c'est prendre sa bobine, donc on soulève une oreille, on enlève la bobine, on va mettre la bobine neuve. Donc la bobine neuve, voilà, je la mets dans le truc. J'ai l'air débile comme ça, mais parce que je suis débile, non, c'est pas ça. J'ai l'air débile, voilà. Et donc le papier noir dans cette position-là. Là, on arrive, on soulève l'oreille, on met la bobine vide, voilà, et on fait bien attention que le pignon soit bien pris dans le truc et que ça tourne. Alors, on oriente la fente, alors je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, on oriente la fente de façon à favoriser l'introduction de la languette. Voilà, donc on oriente la fente de façon à favoriser l'orientation de la languette. La languette, elle va arriver comme ça. On prend le papier, on fait un demi-tour, on passe sous la languette chromée, la chiante. Donc ça, c'est le plus chiant. Donc sur certains dos, il y a assez de jeu avec le presseur pour passer le film. Sinon, vous tournez la clé. La languette est plaquée par la clé de déverrouillage. Donc vous passez dessous. Hop, zoup, et vous repassez dans la languette. Toujours quand on fait les démonstrations que ça merde, hein. Faut pas s'inquiéter. Puis là, le film, il doit avoir 50 ans, il n'y a pas loin de 50 ans, donc il est un peu raide. Alors, il est un peu raide, il est un peu froissé. Voilà, vous passez dans la languette,
Donc vous passez la languette dans la fente, il y a un petit bout qui dépasse, vous tirez, avec le doigt, vous maintenez le truc plié et vous commencez à tourner. Voilà. Et vous commencez à tourner. Vous vérifiez que c'est bien accroché, voilà. Vous n'allez pas trop loin. Hein. Alors sur les films 120, où je vous ai montré une petite flèche, et sur les autres dos, on va avoir ici, donc sur les autres dos, donc là on a la bobine pleine et de l'autre côté la bobine qui va se remplir. Sur les autres dos, je vais vous le montrer, mais là on a une petite fenêtre, on a une petite flèche rouge, et normalement on aligne la flèche avec cette flèche-là, voilà. Sur le dos C, le chargement est manuel, l'avance est manuelle, et donc du coup, là la cassette est chargée, on va remettre la petite plaque chromée qui sert à tirer le presseur vers l'arrière en position basse avec le bouton. On remet le bousin dans la boîte, on ferme. Voilà. Après, on déplie ceci et on va tourner jusqu'à temps de voir la vue numéro 1. Le 1 s'afficher, le 1 du dos du papier, le voir dans le truc. Une fois que c'est fait, on met un coup de marche arrière là-dessus, ça remet le compteur sur la vue 1. Et le dos est prêt à servir et on n'aura plus à toucher ça jusqu'à la fin du film où on va finir de bobiner avec cette manivelle. Alors, il y existe un accessoire Hasselblad, je ne l'ai pas, une petite manivelle que l'on pouvait fixer à la place de ça pour pouvoir bobiner plus rapidement son film et choses comme ça. C'est un accessoire que je vous déconseille d'utiliser parce que dans le sac, dans les manipulations, ça va faire avancer votre film et vous allez avoir des écarts inter-images qui ne vont pas être corrects. Voilà. Le mode de fonctionnement du dos Hasselblad est tel que je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui réussissent à avoir des distances inter-images incorrectes. J'ai pas compris comment ils réussissaient à faire ça. Et ça peut pas venir du mécanisme. Donc soit ça vient parce qu'ils tournent la manivelle de manière inconsciente, par accident, et là, mais ça tendrait à faire des avances plus longues, soit ils attachent mal le papier dans la bobine et elle n'est pas assez serrée, et dans ce cas-là, ça pourrait faire des avances plus courtes parce que la bobine glisserait dedans. Parce que l'avance du film est théorique. L'avance du film, elle est théorique, elle n'est pas mesurée, elle est calculée, elle est... vous voyez ce que je veux dire, en théorie, voilà, ça doit fonctionner. Donc du coup, le système d'avance et de blocage de la longueur d'avance du film dépend d'un système de pignonnerie qui est dedans, avec un système d'un pignon qui revient jamais à sa position de départ et qui donc du coup anticipe le grossissement de la bobine réceptrice, parce que plus on bobine dessus, plus elle augmente de diamètre et plus pour une révolution elle tire de film. Et donc, pour anticiper cette augmentation de diamètre-là, il y a un pignon d'entraînement qui ne revient pas exactement à sa position de départ et qui donc tourne de moins en moins longtemps. Voilà. Et donc, c'est un système relativement ingénieux avec un bras de levier qui va fonctionner avec le compteur et ainsi de suite pour éviter le retour et ainsi de suite. Et donc du coup, je ne comprends pas que l'on puisse avoir des soucis de... Je n'ai pas compris comment ils réussissaient à faire ça, les gars. Voilà. Bien sûr, c'est un avancement théorique, donc c'est fait sur des épaisseurs de papier et des épaisseurs de film comme de chez Kodak,
grosso modo de chez Kodak. Et quand vous allez mettre du film qui n'est pas de chez Kodak, par exemple du film Fuji ou du film Rolleiflex, du film pas Rolleiflex, c'est vrai, du film Relais, ou comme le papier n'a pas forcément la même épaisseur, comme le film n'a pas forcément la même épaisseur, on n'a pas la même bande inter-image qu'avec du film Kodak. Voilà, grosso modo. Ce qui permet à certaines personnes particulièrement économes de se dire que l'avantage de ces dos C, et c'est pour ça que j'en parle, c'est qu'on peut faire éventuellement 13 vues par film au lieu de 12. Et le principe est simple, c'est quand vous avez avancé à votre première vue, il y a un petit décompte avec des traits de plus en plus grands ou avec des flèches qui sont imprimées sur une certaine longueur et qui vous permet d'anticiper l'arrivée du numéro 1 dans la fenêtre et de se dire je ne vais pas aller exactement sur le numéro 1 parce qu'en fait le numéro 1 dans le standard, ils ont prévu quand même un peu de marge en début de film. Et donc, du coup, si vous n'allez pas exactement sur 1, mais que vous allez un peu sur 1, et que votre dos a un espacement régulier et qu'il est bien réglé et qu'il fonctionne bien, et après la première vue, vous avancez le film normalement, et puis vous remettez le compteur à 1. Et vous continuez votre film jusqu'à 12. Et donc, du coup, vous pouvez faire 13 vues avec ces dos-là. Alors vous avez gagné 8%, grosso modo, de film. Donc votre film vous coûte 8% moins cher, parce que vous avez fait une vue gratuite. Alors ça, c'est valable quand on développe soi-même. Et que l'on connaît son film. Et que l'on sait jusqu'où anticiper l'apparition du premier 1 du 1 dans la fenêtre. Alors, c'est sympa, on gagne une vue, mais pour ranger les négatifs, on les met dans des feuilles où on peut mettre que 12 vues. La 13e, on ne peut pas la rentrer, donc il faut couper, et puis on va se retrouver avec cette vue toute seule, ou alors on va faire des bandes de 3, puis une bande de 4, et la bande de 4 ne rentre pas, elle est trop large pour aller dans les feuilles de classeur pour ranger les négatifs. Donc ça devient un peu galère pour traiter cette 13e vue. Alors on va dire oui, tu fais alors on pourrait faire une page dans laquelle on va mettre les 13e vues de 8 films, parce qu'il y a 4 bandes de 3 vues dans la page de classeur pour classer les négatifs, et on a une entrée à gauche, une entrée à droite, et on pourrait mettre un film, une vue à gauche, une vue à droite, comme ça. Pour moi, ça relève de l'anecdote, et bon, si on vous dit du jour au lendemain, on augmente votre salaire de 8%, vous êtes très content, ça, il n'y a pas de souci, je comprends l'aspect économique, mais l'aspect galère derrière, c'est vraiment chiant. Voilà. Bon, enfin, bref. Moi, je le fais pas, voilà. D'abord parce qu'une fois sur deux, j'oublie de faire la manip, et puis j'ai qu'un seul dos de ce standard-là. À noter que le dos Kiev, alors là il y a le cuir qui est parti, des choses comme ça, mais c'est ce modèle-là qu'ils ont copié avec la petite branlette et des choses comme ça. Les dos natifs Kiev ne sont pas compatibles avec les dos Hasselblad, et les dos Hasselblad ne sont pas compatibles avec les Kiev. Autant que je me truc. Enfin, celui-là, il se monte, mais j'en ai d'autres qui se montent pas, des choses comme ça. Donc, c'est très aléatoire, des choses comme ça. Et en tout cas, le dos Kiev, lui, ne se monte pas sur le dos Hasselblad. Sur le boîtier Hasselblad, alors je vais faire la manip, puis ça va se monter, puis je vais passer pour un con, parce que, oui, parce qu'en fait, la distance des crochets en bas n'est pas exactement la même. Il y a eu des petites modifications, des petits trucs, des petites choses comme ça qui font que, grosso modo, voilà, ça marche pas. Alors, à tel point, c'est que Artblay, qui est un modificateur de Kiev 88, proposait un temps des dos modifiés pour monter sur Hasselblad.
Voilà, je connais quelqu'un qui en a acheté, enfin je connais une relation de forum qui en a acheté, et on n'a pas eu de retour sur ça, et donc voilà, et puis il a eu d'autres soucis sur son bazar. Donc le dossier. Alors, il y a eu peut-être une ou deux versions différentes du dos C. Moi, j'avais eu avec mon Hasselblad Milef un dos C de 1955 qui s'est avéré être 1 mm plus large que les dos suivants. Donc, c'est possible qu'il y ait réellement deux versions de dos C, parce que là, ça c'est un dos C qui date de 68, 69 ou un truc comme ça, et lui, il est parfaitement à la cote. Enfin, il est parfaitement à la cote, sauf que, bien sûr, le mec, il l'a fait tomber, et il l'a pas dit, et voilà. Donc ça, je vais vous expliquer le pourquoi du comment, et ce qu'il faut faire attention quand on achète un dos sur eBay. Le deuxième dos, la deuxième famille de dos que l'on va trouver chez Hasselblad, ce sont les dos type A. A pour automatique. Alors, je récupère mon film parce que j'ai qu'un seul film d'essai pour vous faire la démonstration. Voilà. Alors moi j'ai pris pour habitude, quand je décharge mon dos, de toujours remettre la bobine, quand j'ai fini de remballer mon film, et trucs comme ça, que j'ai collé la languette, et tout comme ça. Après je remets la bobine vide, toujours au bon endroit, parce que quand vous êtes en train de recharger, vous avez déballé le film, que vous avez ouvert le film, et puis là, ah merde, il faut encore changer ça. Si vous faites tomber la bobine, elle tombe par terre, blablabla, et ça, c'est pas agréable. Alors, le dos automatique est reconnaissable à une manivelle. Alors, je vais pas prendre celui-là, je vais en prendre un. Je vais en prendre celui-là. Voilà, celui-là est très bien. Donc ça, c'est un dos A. Et donc le dos A, il a une manivelle plastique, là, voilà, il a une manivelle plastique, voilà. Cette manivelle plastique est différente de la manivelle accessoire que l'on peut utiliser sur les dos C, parce qu'elle est repliable, d'accord. Et le dos A va avoir un mode de chargement très légèrement différent, parce que il n'y a plus la trappe derrière qui s'ouvre pour voir, et le dépoli, pas le dépoli, le presseur n'est pas percé comme sur le dos C. Voilà, ça c'est le dos C, hein, d'accord, et ça c'est un dos A. Voilà. Et donc, du coup, alors, il y a eu au moins 4 ou 5 versions différentes du dos A. Alors, je ne peux pas toutes vous les présenter parce que malgré mon nombre impressionnant de dos que j'ai, je n'ai pas toutes les versions et je ne me suis pas attaché à ça. Pour moi, n'importe quel modèle fonctionne. Il y en a un qui est particulièrement pénible, parce qu'il y en a un qui s'est dit on va gagner un peu de temps et de pognon. Et en fait, ils ont modifié le bazar de façon à ce que on n'ait pas deux portes, mais on n'ait qu'une seule barre qui s'ouvre à gauche et à droite. Et j'ai vu des manipulations de ça, et c'est un peu pénible parce que là, vous voyez, vous l'ouvrez, c'est tac. Vous mettez votre film, donc comme tout à l'heure, hein, vous refermez, et voilà. Donc, alors que l'autre, il ne se maintient pas ouvert. Et il ne s'ouvre pas beaucoup. Et donc, on fait passer le papier dans l'autre sens. Alors, celui-là, c'est un qui est serré du cul, donc on déclenche le truc. On repasse dans le bazar, voilà. On repasse dans le bazar. On met dans la fente. Enfin, c'est exactement pareil. On tire la languette, on tourne le truc, voilà, hop. On avance. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a sur la petite patte chromée qui est là, on a une petite flèche. Rouge, et on met en face la flèche du papier. Voilà.
Alors, alors on est toujours dans l'optique de on s'est mis à l'argentique et on développe soi-même. Le film que vous allez utiliser, ça on en parlera dans la... Enfin on en parlera, j'en parle parce que c'est pas tourné, mais si vous allez fouiller dans les playlists et tout comme ça, quand vous allez voir ça, là on est en septembre 2019, hein, si vous voyez cette vidéo dans 3 mois ou dans 6 mois, bah, la vidéo existe déjà certainement. Donc ça vous allez voir ça dans les cours sur l'argentique noir et blanc. L'argentique noir et blanc ou sur l'argentique d'une manière générale. Donc c'est une vidéo 39 et suivante ou quelque chose comme ça. Je me souviens plus du numéro exactement. Et donc voilà, et une fois qu'on a fait ça, on met dans la cassette en position ouverte. Voilà, ça se referme bien. Pouf. Et puis donc là, au bout du doigt, là, il y a le compteur de vue. Là, je fais briller la fenêtre, voilà. Et dedans, c'est marqué 0. Voilà, c'est marqué 0. Donc, on tourne la manivelle. Bon. Et ça s'arrête de manière automatique sur la vue 1. Sur la vue 1. On rabat la manivelle. Alors la manivelle, donc là elle est bloquée dans le sens du bobinet, mais il y a un rochet pour l'orienter correctement, parce qu'on va la replier de façon à ce que le téton se prenne dans l'élégante rainure du dos. Voilà. Mais donc là, on est sur la vue 1, donc il n'y a pas de souci, le truc est bloqué. Mais quand on va photographier, donc du coup, le film est avancé. Voilà, et là, on a du film. C'est un film qui me sert à vérifier mes avancements, mes espacements et des choses comme ça pour le fonctionnement. Voilà, donc on met le dos. Alors le rechargement peut se faire, la cassette peut s'enlever le dos en place. On n'est pas obligé de démonter le dos à chaque fois pour faire le rechargement. Et donc du coup, là, la manivelle est bloquée, mais quand vous allez déclencher, je ne vais pas dire de bêtises, à partir de elle est bloquée qu'à la vue 1. Et donc, à la limite, vous pouvez avancer votre film. Et c'est là, mais ça créerait que des espacements plutôt trop larges. Et sauf à le faire de manière systématique et des choses comme ça, le film 120 a suffisamment de marge à la fin, puisque on peut quasiment faire 13 vues et demie sur un film 120. Voilà. Donc, il y a de la marge. Il n'y a pas de risque que la 12e vue, normalement, soit foirée, soit des choses comme ça. Mais bon, il y a des gens qui vont, vous allez lire ça sur les forums, vous allez, moi, la 12e vue, elle est juste. Alors, je ne sais pas si titille la manivelle, ou si avec le frottement des vêtements, ou de la façon dont ils le mettent dans le sac, ça fait avancer le film. Mais voilà, c'est un problème. Ce qui fait que moi, personnellement, je préfère ces dos-là, parce qu'il y a ça, mais ils ne sont pas faciles à trouver. D'abord parce qu'ils sont plus vieux, alors voilà. Et puis, les radins aiment faire 13 vues, et puis voilà. Donc, le dos, il faut faire attention à cette manivelle-là quand on l'a, et c'est aussi pour ça que je vous disais que la manivelle accessoire que l'on pouvait mettre sur les dossiers, pour moi, était une connerie, et que je n'en ai pas, et donc du coup, je ne peux pas vous la présenter. Pour finir sur les dos, donc les dernières versions des dos sont reconnaissables à un petit insert en plastique derrière, voilà, magnifique. Donc ça, c'est un dos E12. Alors,
E pour électronique, parce que j'ai un truc pour mettre, j'ai un petit cadran pour mettre la sensibilité du film sur le dos, et il y a des contacts électriques pour transmettre la sensibilité au boîtier. Et donc ça, c'était le dos qui m'a été livré avec le 203 FE. Et donc du coup, ça, bah oui, ah bah tiens, ils n'ont toujours pas mis de sécurité pour éviter d'enlever le volet. Et donc vous pouvez mettre votre volet là et le clipser pour pas le perdre. Voilà. Parce que on reconnaît un photographe hasselbladiste parce qu'il a des chemisettes à pochette. Parce qu'il a toujours une pochette là pour mettre son volet. Voilà. Ou alors il achète des volets parce que ça se paume. Voilà, ça se paume et puis ça se trouve. Hein. Moi je connais quelqu'un, il se baladait sur une plage en Bretagne et puis merde, mon volet de blad, là, il est tout content et son volet de blad, il va pour le mettre dans sa pochette, et bien il en avait déjà un. Et en fait il marchait derrière un autre hasselbladiste qui lui a paumé son volet. Voilà, alors comme c'est de l'acier inox et tout ça, il était peut-être là depuis 2 jours ou 3 jours. Mais bon, lui, il a récupéré ça. Donc ça, c'est une des dernières versions comme ça. Donc la protection plastique arrière pour mettre le volet, il existe sur des dos automatiques, des dos A, voilà. Et voilà, bah, c'est celui-là, voilà. Celui-là, vous voyez, il a ce que je disais, la plaque unique, vous voyez, on ne peut pas l'ouvrir plus que ça, donc c'est un peu la chiotte, c'est pas très très bien. La variation des dos A repose aussi sur comment est géré le ressort qui évite que le film se débobine complètement et tombe par terre et ainsi de suite. Voilà, bon, là il y a des petits poussoirs, les autres ce sont des languettes ressort en inox. Voilà, à l'usage, moi personnellement, je vois pas trop de différence. C'est un peu tout pareil, choses comme ça. Et puis, ce qui est marrant, c'est que le coup du volet qui s'enlève tout seul et qu'ils n'ont pas réglé, ça c'est un problème qu'a réglé Sinar et qu'a réglé Mamiya de manière très très élégante, avec très très peu de pièces et sans aucun problème. Voilà. Mais bon, chez Hasselblad, on évolue lentement. Alors pour le fun, et toujours dans l'idée d'être exhaustif, alors oui, donc on a une petite trappe au dos pour mettre le bout de carton de la pellicule pour se souvenir de ce qu'il y a dedans. Et donc ça c'est assez fragile, et d'ailleurs, vous voyez, j'en ai acheté des où c'était cassé. Alors pour le fun, je vous présente quand même... alors, donc, ça existait pour le film 70 mm. Voilà, donc ça, c'est le dos pour le film 70 mm. Donc, voilà, quand on les met côte-côte, on voit bien la différence de hauteur et de taille, et des choses comme ça. Donc ça, je l'ai acheté pour le fun. Donc, ce sont des dos qui utilisent du film 70 mm, 70 mm perforé. Et la bobine fait 4,50 m, 4,70 m de film. Voilà. Donc, en admettant que je puisse trouver du film, donc ça on en trouve encore sur eBay, des vieux stocks, des choses comme ça, il y a encore de la fabrication neuve, puisque il y en a chez Relais, chez Mako Direct. Et en admettant que j'ai réussi à trouver la bobine Jobo qui permette de le développer, j'ai pas les 4,50 m pour faire sécher mon film. Donc voilà quoi. Donc là je suis déjà dans la merde. Et puis si j'ai trouvé la spire, j'ai pas trouvé la cuve. Voilà. Et puis après votre film, il faut des pochettes. Des pochettes de classeurs spécifiques parce que c'est plus large que le film 120. D'accord ? Ça fait 70 mm de large, comme son nom l'indique, et le film 120, il fait 60 mm de large, voilà, comme son nom ne l'indique pas. Voilà, donc c'était juste pour montrer. Donc ça fonctionne avec des
des bobines Kodak, pas des bobines, des canistères Kodak, hein, c'est Kodak qui a posé le problème, et c'était surtout utilisé pour la photo aérienne. C'est un format de photo aérienne au départ, c'est un format de cinéma, c'est-à-dire que ça c'est le film 70 mm, c'est le film qui défile dans les salles de cinéma IMAX, hein, voilà, donc ça, sauf que ça fait une vue sur 20 mm de hauteur ou quelque chose comme ça, 20 ou 24 ou 18 mm de hauteur, je ne sais pas, ça dépend du procédé. Et puis voilà quoi, donc j'ai acheté ça. Je l'ai acheté, c'est venu avec un boîtier. Le boîtier, du coup, j'ai eu le truc pas cher parce que le gars qui veut le boîtier, ça, il dit il veut pas avec le dos, il n'en fera rien. Donc personne n'en veut, personne met des enchères et j'ai eu le truc pour 200 €, quoi. Voilà. Et puis. Tu montes ça sur un SWC, ça a de la gueule dans la vitrine quand même. Hein, bon. Voilà. Alors, on a fini. Donc, on a fini avec les dos. Hein. Donc, les dos sont 120 ou 220 spécifiques. Le film 220, c'est quoi? C'est un film 120 double longueur qui n'a pas de papier sur toute la dorsale. Donc, il y a un bout de papier au début, il y a un bout de papier à la fin, et il y a le film seul au milieu. Et donc, du coup, ça permet d'en mettre 2 fois plus long. Donc, un film 120, ça doit faire... ça fait 13 fois 6 cm, 13 fois 6 cm, 14 fois 6 cm. Et un film 220, j'en ai jamais fait, ça doit faire... ça fait 2 fois plus de longueur, ça doit faire 1m60 de long, quelque chose comme ça, 1m60 de long. Voilà. Le film 220 fait à peu près la même longueur qu'un film 24-36, 36 poses. C'est un format, du point de vue de la fabrication des films, qui a quasiment disparu en 2019. Voilà. Je ne saurais pas dire si on en fabrique encore au jour d'aujourd'hui. Je crois que même Fuji a arrêté de faire du 220 il y a quelques années. Alors, et c'est le problème de chez Hasselblad, c'est que souvent, on va les trouver avec des dos 24 vues. Voilà, donc ça c'est un dos 220. Fais la mise au point coco, voilà. Voilà. C'est un dos 220. Oh non, c'est pas net ça. Bon, je ferai un close-up, je ferai une photo comme ça. Et donc là, il y a un 24 qui est marqué. Voilà. Donc là, il y a un 24 qui est marqué. Et voilà, hop. Ça m'énerve ça. Allez, zoom, coco. Voilà, tac. Voilà. Là, il y a un 24 qui est marqué. Voilà. Il y a un 24 qui est marqué, à comparer contre un 12. Vous voyez, tac, voilà, 12, 24, voilà. Il y a un 24 qui est marqué. Alors, moi j'ai acheté un boîtier, le boîtier n'était pas cher, je l'ai eu avec le SWC je crois. Et puis bon, il y a un dos 24 qui vient avec. Alors, comme le boîtier n'était pas cher, j'ai fermé ma gueule pour le dos. Alors ça se recharge comme un dos. Moi j'utilise du film relais. J'ai mis du film 120 dedans. Ça passe. Sans problème. Sans souci, sans rien. Bon, j'ai des bandes à inter-images qui sont un peu étroites, voilà. Mais ça passe. Ça passe. Voilà. Donc si vous faites du noir et blanc que vous développez vous-même, pour moi, c'est pas un problème. Et je m'en sers. Voilà.
C'est un petit inconvénient, c'est que après la 12e vue, il continue 13, 14, 15, 16, jusqu'à 24. Voilà, donc il faut surveiller son compteur pour dire, non, là, Coco, tu es en train de photographier sur la bande de papier à la fin, quoi. Donc t'as pas tes photos. Voilà. Comment acheter un dos Hasselblad? Alors, il y a deux choses à savoir sur les dos Hasselblad. Donc, on a vu les deux familles. Alors, il y a donc, chaque dos a un porte-bobine et normalement, les porte-bobines portent le même numéro que le dos. Voilà. Donc, on a... alors, je vais rezoomer. J'arrive, voilà. Donc, on a un numéro qui est gravé en bas, voilà, qui est gravé en bas, et sur le porte-bobine, on a le même numéro. Donc là, ça finit par 818, et on voit le porte-bobine qui est 818. Alors, c'est une étiquette autocollante qui est rajoutée sur le porte-bobine, donc des fois l'étiquette se barre, hein. Ça peut arriver, et puis des fois, les mecs ils ont mélangé, vous voyez, par exemple là j'ai un dos que j'ai acheté, le porte-bobine est chromé et le dos est noir. C'est sûr que c'est pas les deux mêmes, hein. Et quand je vais... et alors donc des fois, vous voyez, et là, ça va être gravé comme ça, c'est-à-dire que là, on a carrément tout le numéro de série qui a été gravé sur le porte-bobine. Donc là, j'ai un TE 146 715, et puis mon dos, c'est un RT 328, 95, 93, voilà, on s'en fout de ça. Mais voilà. Et il fonctionne très bien ce dos-là. Donc le premier point à regarder, mais il ne faut pas forcément y attacher une importance plus que ça, c'est que le porte-bobine et le dos matchent. Un deuxième point à regarder, voilà, donc ça va être de regarder à ce niveau-là que la jonction entre la cassette, et le dos est bien parfaite partout. Voilà. Parce que si la cassette tombe, elle peut se fausser, elle peut se voiler, et on va obtenir alors je ne sais pas si on va bien le voir sur celui-là, voilà, à ce niveau-là, on va obtenir, vous voyez, il y a un jour, le noir qu'on voit là, en fait, c'est, vous voyez, je peux y passer l'ongle, voilà, c'est pas bon ça, c'est pas bon. Et donc c'est ça qu'il faut regarder sur les photos sur eBay, c'est que à ce niveau-là, il n'y ait pas du noir comme ça qui apparaisse. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez faire pause pour, à un moment donné, pour mieux voir les images. Voilà, les rares fois où c'est net. Voilà. Et donc, et ça peut se voir aussi à ce niveau-là. Voilà. Voilà. Donc c'est à ça qu'il faut faire attention. Alors ça m'emmerde parce que c'est mon C12. Voilà, et en fait on voit que le truc est tombé. Parce que si on regarde, si on suit la ligne qui est là, voilà, ça touche à droite, ça touche là, mais ça touche pas là. Donc ça a dû être faussé à un moment donné où il fallait pas, quoi. Voilà, pour faire la mise au point. Bon, donc je suis passé avec le 40 mètres, ouh, c'est moi, voilà. Donc, enfin bon, ma tête, on s'en fout. Voilà ce à quoi il faut faire attention avec les dos, à ce niveau-là. C'est un peu pénible parce que bon,
c'est quand même cher, des choses comme ça, c'est un peu... voilà, c'est pas l'objectif macro, donc vous voyez, j'ai des poils. Donc c'est quand même un peu cher, c'est quand même cher, quoi. Les dos sont chers, des choses comme ça. Alors, moi personnellement, bon, les dos, j'en ai 1, 2, 3, 4. Moi, je dois en avoir 6 au total, donc ça représente un budget. Alors pourquoi j'en ai 6 au total? C'est tout simplement parce que j'utilise un film que j'aime bien, mais qui a des problèmes de largeur de papier de protection qui fait que j'ai parfois des rentrées de lumière sur le côté. Donc, vu ce que me coûte une sortie photo, entre le restaurant, le déplacement, les films, le développement, foirer toute une sortie photo parce que il a fallu que je recharge et puis j'ai de la lumière qui est rentrée et ça m'a fait des voiles sur le côté, ça gonfle, hein, ça gonfle et puis ça coûte cher, donc ça coûte moins cher d'acheter des dos que de bousiller des films, quoi, voilà. Puis je vous rappelle, hein, quand vous avez déclenché, l'instant il est passé, il est perdu. Hein. Si vous bousillez votre film, vous avez bousillé votre film. On a vu donc les dos. Le point suivant que je voudrais aborder, donc on a vu les objectifs, on a vu les dos. Le point suivant que je voudrais aborder, ce sont les viseurs. Viseurs, verres de visée et choses comme ça. Le gros avantage de Hasselblad est de permettre de changer les viseurs. Le viseur est modulaire et on vous propose quelques viseurs différents qui existent, et ainsi de suite. Donc, on vous offre plusieurs viseurs, plusieurs verres de visée. Essentiellement, donc il y a plusieurs viseurs. Alors je les ai pas tous, et je les ai pas je me demande avec quoi je vais faire la démonstration, c'est pour ça. Et donc grosso modo, et en finale à l'usage, le viseur standard c'est très très bien. Voilà. Le viseur standard, c'est très très bien. Alors, c'est très très bien sur... quand on est en 6.6, c'est très très bien quand on est en 6.6, parce que en 6.6, finalement, il n'y a pas de cadrage horizontal, il n'y a pas de cadrage vertical. Donc, le viseur standard, alors c'est pareil, j'en connais au moins 3 versions différentes. Et on va les voir en revue. Ça, c'est la dernière version que je connais. La dernière version de la série 500 cm. 501, 500 cm et ainsi de suite. Voilà. Et donc, il est reconnaissable par le... Alors, maintenant que je peux me rapprocher, vas-y, fais la mise au point coucou. Vas-y. Et donc, par le bout en plastique, qui est cassé, là, d'ailleurs, par le bout en plastique qui est dessus. Voilà. Alors, donc ça, c'est le viseur standard, c'est le viseur Hold. Il se déplie comme ceci. Voilà. Et ça, c'est ce système-là, ça c'est un brevet Rolleiflex. Voilà. Ça c'est du Rolleiflex dedans. Voilà. Bon, c'est pas Rolleiflex qui fabrique, mais j'ai trouvé que Rolleiflex avait dû avoir son brevet qui avait dû tomber dans les oubliettes et donc et donc Hasselblad s'est jeté dessus parce qu'effectivement c'est magnifique. Sauf que
c'est à des années-lumière de la qualité d'un viseur Rolleiflex. Mais bon, ça on en parlera dans une vidéo qui viendra. Donc il y aura une autre série de vidéos sur les Rolleiflex i6 et il y aura une vidéo Hasselblad versus Rolleiflex. Voilà. Donc ne vous excitez pas, n'achetez pas n'importe quoi, allez voir les autres vidéos quand elles sont sorties ou qui sont déjà sorties dans la série T et voilà, avant de vous exciter. Alors, et donc il y a ça, et puis il y a une petite loupe, une loupe ronde, voilà, qui permet de faire la mise au point sur le bazar. Voilà. Un autre viseur, alors donc ça c'est la dernière version pour le 500, le 500 pour les 500. Et tout de suite, je vais vous présenter la version pour la série 200. Voilà. Et notamment, si vous achetez un série 200 avec un prisme et que vous dites, tiens, j'aimerais bien racheter ce viseur-là et que le viseur n'est pas arrivé, ils ne sont pas identiques. Et de toute façon, celui-là ne va pas se monter sur le boîtier, parce que le boîtier ne l'acceptera pas. Parce que le boîtier 200 a un pose-mètre à l'intérieur, donc ça vous allez le voir dans la vidéo, toujours dans la T003, mais je ne sais pas si ça va être la D, la E, la F, la G, je ne sais pas. Et il y a une petite différence, parce que comme l'appareil photo a un viseur LCD avec un prisme et des choses comme ça, il a fallu faire de la place pour faire passer le prisme. Et donc, il y a, si on regarde les semelles, et la mise au point coco, je vais passer en manuel focus, comme ça moi je serai tout le temps flou, et puis au moins ce que je présenterai, ce sera net. Ça commence à m'énerver grave, voilà, voyez. Vous voyez que, alors c'est du chromé, ça brille, hein, je suis désolé, cette pièce-là, même sur le noir, est chromée. Et donc il y a une ouverture en haut, vous voyez, il y a une ouverture en haut pour, comment dire, laisser passer le prisme de l'affichage, Et alors, je ne sais pas si on va le voir bien, mais sur cette facette-là, ce ne sont pas les mêmes usinages que là. Donc, ce qui fait que ça ne... Vous voyez, il y a une espèce de décrochement de l'usinage là, sur la truc. Il y a des dents qui ont été faites. Alors, il faudrait que je me mette sur un fond sombre. Voilà, je vais faire le fond sombre. Voilà. Donc il y a un décrochage. Bon. Excusez-moi. Voilà. Manual focus. Voilà. Tac, tac. Voilà. Donc, on est en manual focus. Voilà. On cherche la mise au point. Voilà. Ah, bah voilà. Tiens, ça c'est bien ça. Donc là, vous voyez, il y a un décrochage sur le bazar. Donc du coup, on voit plus ce qu'on montre. Il y a un décrochage sur le bazar que n'a pas l'autre. Voilà. Je cherche mon focus. Voilà. On va y arriver. Voilà. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a une découpe à ce niveau-là, qui n'est pas exactement la même que l'autre. Voilà. Donc ça c'est le chromé, ça c'est le noir du 203. Voilà. Alors il faut faire attention à ça parce que du coup ça fait une différence certaine. Ça fait une différence certaine. Vous allez acheter un truc et puis il ne va pas se monter. Alors celui-là va se monter sur le boîtier ancien. Il n'y a pas de souci, hein, ça se monte sur le boîtier ancien, mais il ne va pas se monter sur le boîtier nouveau. Il se monte d'ailleurs, il se monte, il se verrouille mal et des trucs comme ça. Mais enfin bon, comme c'est tenu par le dos, c'est pas vraiment gênant. Voilà, donc ça c'était important. Et quand je dis c'est pas du Rolleiflex,
Parce que la toute première version, alors que je n'ai pas, mais qui était copiée par, comment il s'appelle, Kiev, que je vais réussir à sortir, lui est différente. La toute première version, elle a des clapets, voilà, donc un clapet, deux clapets, trois clapets et quatre clapets, voilà. Donc quand tu ouvres, il y a le premier clapet qui sort, il y a le clapet du dos qui sort, il y a un clapet latéral qui sort et le deuxième clapet latéral qui sort. Donc à l'ouverture, c'est tout aussi très très rapide. Voilà, tu ouvres, hop, ça s'ouvre, tu es content. C'est pour le replier que c'est un peu plus chiant, mais bon, moi c'est celui que j'avais sur mon Hasselblad 1000F et ça marchait très très bien. Alors il y a des petits malins qui vont vous vendre des vessies pour des lanternes et qui vont... Bon, il fait la mise... Ah oui, non, je suis passé... Ouais. Voilà. Donc il y a des petits malins qui vont vous vendre des dos, des trucs Kiev sur des Hasselblad, et donc ça c'est un viseur de Kiev, donc qui est reconnaissable à sa forme prismatique, à son carré là, et ainsi de suite. Voilà, donc j'essaie de faire un netteté, vous voyez, ça c'est un viseur de Kiev, ça vaut 20 € en Russie, avec le port, quoi, vous voyez. Enfin bon, voilà, et puis il y a les sigles, là il y a une petite flèche, machin chose, alors que les autres, j'en ai pas de cette version-là. Il y a un petit bouton chromé il y a un petit bouton chromé et puis avec un V pour Victor Hasselblad. Donc il faut faire attention, bien regarder les photos pour voir ce qu'on vous vend. Sur ce viseur-là, mais aussi sur tous les viseurs Hasselblad à bouton chromé là, pour sortir la loupe, on utilise la petite flèche, on tourne vers la droite et ça libère une loupe. Voilà, une loupe de mise au point. Cette loupe-là que je vous présente est identique à celle du viseur, à celle du viseur primitif Hasselblad, voilà. D'accord. Là, je suis un peu trop loin dans mon réglage, voilà. Zoup, voilà, donc on a une petite loupe comme ça et qui permet de regarder le dépoli pour faire la mise au point au centre. Les autres viseurs ont à l'intérieur, donc là on est sur le viseur chromé, ont à l'intérieur, voilà, ont à l'intérieur un petit bouton, là, que je mets au centre, avec une petite flèche pour vous dire que vous manipulez le bouton et puis sort la loupe. Voilà, sort la loupe. Alors, les loupes standards, ça c'est une loupe standard, d'accord, et moi je suis myope, donc j'ai acheté très difficilement une loupe -2 dioptrie, et donc là vous voyez, il y a -2 qui est écrit dessus, d'accord. La loupe est interchangeable. Donc, parce qu'il y a des petits malins qui vous donnent pas la loupe standard et vous donnent la loupe de leur presbytie, choses comme ça, ou au contraire, vous êtes presbyte et vous cherchez la loupe en question, et entre deux boîtiers au même prix, il y en a un qui a en plus la loupe qui va à votre vision, c'est tout bénef, parce que trouver la loupe seule, croyez-moi, c'est pas évident. Voilà. Donc ça, c'est le viseur standard. Donc il y en a des dans les séries comme ça, même dans... non, je ne suis pas sûr de ce que je veux dire. Il y en a des avec des loupes carrées et des avec des loupes rondes. Voilà.
Ça dépend des générations et ainsi de suite. Et normalement, on peut mettre la loupe que on met une loupe carrée sur un oculaire, sur un viseur à loupe carrée, on met une loupe ronde sur un viseur à loupe ronde. Ça n'est pas interchangeable, ce ne sont pas les mêmes systèmes, ce ne sont pas les mêmes mécanismes. Alors quand je dis c'est le brevet Rolleiflex, ça j'en suis à peu près certain. Par contre, c'est pas fabriqué comme un Rolleiflex parce que grosso modo, la loupe qui se plie, elle prend un volume trop important et ça vous masque le haut du dépoli. C'est complètement débile. Voilà. Et donc du coup sur le 203, et c'est la série 200, avec ce viseur-là, pour voir les indications, on les voit qu'avec la loupe, parce que la loupe repliée cache les indications du dépoli. Voilà. Mais bon, pour le viseur standard, si vous tombez sur le viseur ancien, alors le viseur ancien, les tout anciens ont ces espèces de petites charnières de retenue en inox qui ont disparu sur le viseur des années, même des années 50. Hein. Ça, c'est vraiment mi-def et des choses comme ça, quoi. Voilà, donc ce que je voulais montrer, c'est que ça se repliait très facilement, un coup à gauche, un coup à droite, tac, tac, tac. Quand on l'utilise, qu'on a l'habitude, ça y va pareil. Alors, petit aparté, vous voyez, mon Kiev, il a aussi son sabot flash, son sabot de trépied à demeure. Voilà, dans la série, parce que finalement, on finit par les accumuler, ces sabots de trépied, et voilà. Autre viseur que j'aime bien, c'est le viseur à loupe rigide. Voilà. Alors le viseur à loupe rigide, alors c'est une boule de pu à transporter sur le boîtier monté, hein, parce que bon, donc alors c'est pareil, c'est un viseur que j'ai acheté pour le 203. Alors je vais, voilà, par là ça devrait être bon. Donc c'est un viseur spécifique pour le 203, donc il a cette espèce de double barre bleue, voilà, de double barre bleue. Alors je ne veux pas dire de bêtises. Et le viseur standard a aussi cette double barre bleue, vous voyez, sur le côté. J'ai fait ma mise au point trop proche, donc je vais la faire. Voilà. Donc là, voilà le viseur avec la double barre bleue. Voilà. Donc si vous achetez un Hasselblad de la série 200, uniquement la série 200, il vous faut des viseurs avec la double barre bleue. Les pare-soleils ont aussi la double barre bleue, mais ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, les viseurs, c'est important. Et donc le viseur a la double barre bleue, voilà. Mais il existe aussi sans la double barre bleue, et donc il a les usinages sur la face avant pour laisser passer le prisme de l'affichage du 200. Voilà. Et il y a même un petit rajout de caoutchouc, de choses comme ça, pour éviter que la lumière rentre. Voilà. Alors moi, c'est un viseur que j'aime bien pour tout ce qui est travail sur pied, pour tout ce qui est travail sur bande de reproduction, pour tout ce qui est travail en intérieur, même travail en extérieur d'ailleurs. C'est un viseur, c'est vraiment un viseur qui est très très agréable. Par contre, voilà, quand vous mettez ça dans le sac photo, on met ça comment, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et, mais par contre, la visée est très agréable. C'est une loupe qui grossit 5 fois et elle grossit 5 fois tout le champ. À la différence de la loupe du viseur standard qui grossit elle aussi à peu près 5 fois, mais elle grossit essentiellement le centre du champ. Donc c'est quand même agréable à utiliser, mais c'est chiant à transporter. Voilà.
Alors là on voit effectivement tout le champ et je vérifie si j'ai pas dit une bêtise. Et normalement avec ça on voit 80% du champ ou 90% du champ, chose comme ça. Voilà, donc ça se glisse comme ça, tac. Et puis on remet ça là, tac, pour protéger l'obturateur. On libère la loupe, pouf. Oh, on voit, si on réussit à voir tout le champ, mais bon, la qualité d'image est quand même un peu moins bonne dans les angles et tout ça. C'est une lentille simple. Ça, c'est une lentille simple. Ça, c'est un doublé. C'est un doublé qui a une meilleure qualité d'image. L'avantage de ce viseur-là, c'est qu'il y a le réglage dioptrique. Voilà, donc si vous êtes presbyte, des choses comme ça, bah, c'est peut-être plus simple de trouver un viseur comme ça que de trouver la bonne lentille pour aller là-dessus. Parce que trouver la bonne lentille pour aller là-dessus, c'est pas évident. C'est un viseur que j'avais du temps de la Hasselblad 1000F et 2000FC. Et si j'ai revendu les boîtiers, j'ai gardé le viseur. Voilà, j'ai gardé le viseur. Et je ne l'ai pas là parce que je l'ai gardé, mais je l'ai stocké dans un tiroir où il y avait du permanganate, où il y avait pas du permanganate, si, il y avait du permanganate et du papier tournesol, et les vapeurs acides ont bouffé les lentilles. Voilà. Donc il faut que je repolisse les lentilles. Et donc le viseur standard, le viseur, et donc ça se monte aussi sur un boîtier de la série 500, d'accord. Autre viseur intéressant qui peut vous intéresser, notamment si vous avez des boîtiers de la série 500 qui n'ont pas de posemètre, c'est vous dire, tiens, et si je m'achetais un viseur prisme posemètre. Voilà. Alors, les prismes posemètres, il y en a bien sûr chez Hasselblad, et il y en a chez Kiev, chez les Russes. Voilà. Alors, j'ai pas acheté de prisme Hasselblad parce que c'était trop cher. Et j'ai eu un prisme TTL avec le Kiev. Voilà. Donc c'est venu avec un lot parce que les Russes vendent volontiers les systèmes complets. C'est-à-dire que vous allez avoir le boîtier, de dos, un objectif le 80 mm et éventuellement le prisme posemètre. Voilà. Donc, moi j'étais parti, donc je l'ai révisé, je l'ai nettoyé, comme ça. Et puis, souvent, comme dans les trucs russes, le cuir se décolle et tout comme ça. Donc, j'ai fini de le décoller parce que ça m'énervait. Voilà. Donc, moi j'ai eu le prisme Kiev TTL. Voilà, le prisme Kiev TTL, voilà, qui se monte donc sur un Hasselblad. Voilà. Alors, j'en parle parce que ça peut vous intéresser pour la photo de tous les jours. Et le principe est que, comment dire, alors on a une visée russe. Enfin bon, déjà la lumière passe, c'est déjà pas mal. Le posemètre, quand il est bien réglé, fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. C'est russe. Je ne dénigre pas le russe pour le russe. Je dis que ils sont capables de développer des trésors d'ingéniosité à certains endroits et de complètement bâcler ce qu'il y a d'à côté. Voilà. Bon, ça c'est dit. Alors, c'est un modèle qui existe depuis les années 70, grosso modo. Et donc, il y a plusieurs générations, et donc, notamment au niveau des piles. Parce qu'il y a notamment des générations avec des piles mercure. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, les piles se mettent là. Alors, moi, visiblement, j'ai eu du bol. Je suis tombé sur un qui utilisait des piles standards. Hein,
Et donc, je dévisse le couvercle à pile, oui, parce que du coup, maintenant on a un champ serré, là, je suis à 40 mm de focale, ce qui pour un APS-C fait beaucoup, et voilà. Et donc, je le dévisse parce que, alors donc normalement on met, voilà, et donc il utilise en plus un standard de pile complètement chelou et complètement loufoque, puisque c'est les 4 volts 5. C'est les 4 volts 5, alors je défais tout mon montage, mais voilà. Donc grosso modo, voilà. Alors je vais faire la mise au point, c'est pas évident parce que en plus l'appareil est lourd, alors on s'excite pas trop sur la mise au point, voilà. Et donc, et il y a la sangle, il y a là qui me fait chier, voilà. Et donc là on zoome sur l'intérieur du porte-pile, voilà. Donc il faut vérifier que l'électrode au fond est en bon état. Je ne voudrais pas dire de conneries. La mienne est à peu près en bon état. Hein. Normalement, c'est métallique brillant, c'est pas blanc comme ça. Et ce qui est important de voir, c'est l'espèce de tube vert. Voyez. Et le tube vert, là, c'est l'indication que, en fait, il est en 4 volts 5 et pas en je sais pas combien, en 2 volts 7 ou en 3 fois 1 volt 35, enfin il n'est pas au mercure, voilà. Là on voit qu'il n'est pas au mercure, parce qu'il est fait pour utiliser des piles qui correspondent à la tension de 1 volt 5. Et donc moi ce que j'ai fait, donc comme c'est une pile qui n'est pas évidente à trouver, j'ai mis un petit bout de papier dedans, pour réduire le diamètre, voilà, et j'utilise des piles SR44, et je les mets délicatement l'une après l'autre, parce qu'il ne faut pas qu'elles se retournent dedans, et j'en mets 3, et le test de pile me dit que c'est bon, et mon posemètre est bon, donc c'est que c'est bon. Voilà, donc je mets 3 piles SR44. Dans les appareils photo, si vous avez le choix entre LR44 et SR44, mettez de la SR44 tout le temps. Voilà, parce que c'est la pile à l'oxyde d'argent, alors que la LR44 est une pile alcaline et qui se décharge très très vite et qui se décharge beaucoup plus vite, qu'il y a une différence de prix entre la SR44 et la LR44. Voilà. Et donc, voilà, et on revisse le truc, et puis ainsi de suite. Donc, on a... et donc, du coup, le posemètre... alors, je fais attention pas que ça tombe, voilà. Le posemètre... Et puis, pas mettre les doigts sur le miroir. Le posemètre est contenu dans le prisme. Il n'y a aucun couplage électrique entre le prisme et l'objectif, le boîtier ou le dos. Hein, d'accord. Ça, c'est Hasselblad, voilà. Et donc, la mesure se fait derrière le dépoli. Donc, si vous avez un dépoli lumineux, la mesure ne va pas être la même que derrière un dépoli standard. Donc, les dépolis, j'en parle après, certainement dans une autre vidéo. Et donc, le prisme se démonte et se met en lieu et place du truc. Alors, bien sûr, il n'a pas les usinages pour se monter sur un boîtier de la série 200. D'accord, ce qui dans le cas n'aurait pas tellement d'avantage puisque mon boîtier de la série 200 a un posemètre intégré. Voilà. Le mien a été fabriqué en 93, voilà. Donc il est forcément pas au pile mercure. Ça se glisse dedans et ça se verrouille, ainsi de suite. Donc on a un bouton de démarrage et puis on a un potentiomètre que l'on tourne. Ça mesure la quantité de lumière qui passe à travers le dépoli et puis quand il a la quantité de lumière qui lui plaît, les deux diodes qui sont à l'intérieur s'allument d'égale façon et on lit sur le disque calculateur que l'on a réglé correctement quel est le diaphragme à utiliser et la vitesse à utiliser. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Donc, alors que je ne fasse pas de bêtises, on va lui mettre un lot, parce que ça fait 3 fois que je risque de mettre les doigts dans l'obturateur, ça m'énerve. Voilà, on va faire la mise au point. Et donc, voilà, hop,
Et donc on a le disque calculateur qui est là, voilà. Donc on règle dans la fenêtre la sensibilité ASA, donc c'est sans ASA. En face de la flèche, on met la pleine ouverture de l'objectif pour lui dire à quel diaphragme on fait la mesure. Et puis quand on a tourné quand on a tourné le bazar pour équilibrer les deux diodes, bah, par exemple, on tombe dans cette position-là, bah, ça veut dire que pour la pleine ouverture en face de la flèche rouge, je suis à 1/60e de seconde. Et puis, il faut que si je ferme d'un diaphragme, c'est un peu lourd ce boîtier-là, donc ça tremble un peu. On va mettre au 30e, et puis au 15e et au 8e en fonction du diaphragme que l'on ferme. Voilà. Alors, le 500 ELM est très très agréable à utiliser, et c'est un peu lourd. Hein, voilà, un peu lourd. Donc la sangle, c'est nécessaire. Bon. Et donc, on tourne le bouton, et puis en face de la flèche rouge, on voit comment ça s'appelle, la vitesse à utiliser à pleine ouverture, et puis on ferme, et ainsi de suite. Alors, si on utilise un dépoli type AccuteMat, qui sont un peu plus lumineux que les dépolis standards, la mesure peut être faussée, et donc il convient de se calibrer en faisant une mesure sur un green-out, et puis avec un pose-mètre à main, par exemple. Donc le pose-mètre à main est quand même utile. Voilà. Bien sûr, ça rajoute du poids, de l'encombrement au système. On aime, on n'aime pas, et ainsi de suite. Voilà. Mais bon, c'est marrant à utiliser, des choses comme ça. Mais finalement, plus on utilise les prismes, plus on s'aperçoit que le viseur standard est bien sympa, notamment 6.6, parce qu'il n'y a pas besoin de faire de cadrage vertical. Là, comme l'oculaire est à 45 degrés, la visée est à 45 degrés, vous voyez, on vise comme ça dedans. Si j'avais un dos 4,5-6, parce que chez Hasselblad, les dos 4,5-6 sont à cadrage horizontal. Si vous voulez faire un cadrage vertical, il faut tourner le truc. Donc ça va pas. Voilà. Il y a aussi des prismes qui ont un oculaire qui sort dans l'axe, voilà, qui eux sont un peu plus utilisables. Mais ça, j'en ai pas. Voilà. Alors, j'en ai pas parce que j'ai acheté le système Hasselblad après le système Rolleiflex. Alors, je les ai achetés chez Rolleiflex, et puis je me suis aperçu que ça rajoutait quand même beaucoup de poids sur le boîtier, et que c'était pas agréable à transporter toute une journée, et puis ça rajoute de la hauteur, et déjà que les boîtiers sont bien encombrants dans les sacs, ça fait du volume, des choses comme ça. Donc voilà, donc je les ai achetés pour voir chez Rolleiflex. Je m'en sers pas, et celui-là je m'en sers finalement très peu, quoi. Voilà, mais ça existe. Donc dans les autres prismes chez Hasselblad, il y a les prismes sans cellules et les prismes avec cellules. Il y a des prismes il y a un prisme sans cellule, non, il y a plusieurs prismes sans cellules à visée à 45 degrés, et il y a quelques prismes sans cellules à oculaire droit. Il y en a au moins deux, enfin il y en a un, je pense au HC3 et au HC7 ou un truc comme ça, ou HC70 ou un truc comme ça, qui lui est fait spécialement pour le dos 70 mm, parce que le dos 70 mm décale beaucoup de derrière, et donc pose problème avec un oculaire qui serait là, quoi. Voilà. Il y a aussi des prismes à pose-mètre chez Hasselblad. Alors les prismes ne sont pas fabriqués par Hasselblad, les prismes sont fabriqués par Hensoldt en Allemagne, qui est une filiale de chez Zeiss. Voilà. Grosso modo, Hasselblad ne fabriquait que les boîtiers, que les dos, et les objectifs, les prismes, et des choses comme ça étaient fabriqués en sous-traitance. Voilà à peu près tout ce que l'on peut dire sur les prismes. Le plus simple pour ce genre d'accessoires, avant de s'emballer, allez avec votre matériel boulevard Beaumarchais, faites les boutiques
faites les boutiques d'occasion photo, vous devriez en trouver un assez facilement, et puis mettez-le, regardez, voyez si ça vous plaît ou pas, et on verra bien si... enfin voilà quoi. Si vous voulez faire du 4,5-6 en vertical, c'est quasiment indispensable. Sinon, sinon, faut vous acheter un Rolleiflex 6008 avec un dos 45-60. Voilà, ça c'est utilisable. Voilà. Mais bon, le viseur standard, plus on utilise les autres viseurs, plus on s'aperçoit que le viseur standard est finalement très bien pour faire du 6.6. Pendant qu'on est dans les viseurs, parce que je vous ai gentiment présenté le SWC et je l'ai laissé sans viseur. Bah écoutez, ça va être dans la vidéo suivante. Donc la T003D, où je vais commencer à revenir sur les boîtiers de manière spécifique, et donc je vais commencer par celui-là de manière spécifique pour vous montrer comment l'acheter, quoi acheter, et ainsi de suite. Donc sur ce, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, faites des images. Au revoir.